Tour Montparnasse, Paris. Isabelle Dubois, PDG impitoyable d'un empire financier, licencia brutalement Pierre le concierge devant tout le monde pour avoir amené sa fille de 8 ans au bureau pendant son service de nuit. Elle ignorait que l'enfant était atteinte d'un cancer en phase terminale et qu'il n'avait personne pour la garder. Elle ignorait que Pierre était un ancien trader de la City qui avait tout perdu en sauvant l'entreprise de son père de la faillite. Et surtout, elle ignorait que 24 heures plus tard, quand ses ennemis l'accuseraient de fraude et que tous l'abandonneraient, ce serait précisément ce concierge licencié qui détiendrait les preuves de son innocence et le courage de tout risquer pour la sauver. En 30 secondes, la femme la plus puissante de Paris allait apprendre que le vrai pouvoir ne réside pas dans la destruction, mais dans le savoir demander pardon. La tour Montparnasse se dressait contre le ciel nocturne parisien comme une lame de verre et d'acier, 59 étages de pouvoir et d'ambition dominant le quartier d'affaires. Au dernier étage, où les lumières ne s'éteignaient jamais, Isabelle Dubois régnait sur son empire avec la poigne de fer de celle qui avait tout sacrifié sur l'autel du succès. Il était 23 heures ce mercredi d'octobre quand l'ascenseur privé la déposa au 59e étage. Les talons loup-boutin résonnaient sur le marbre de Carrare, comme des coups de marteau dans le silence tombal qui enveloppait les bureaux de Dubois Holdings. À 35 ans, Isabelle était la PDG la plus jeune et la plus redoutée du paysage financier français, une femme qui avait transformé l'entreprise familiale au bord de la faillite en un colosse de 5 milliards d'euros. Le prix de cette métamorphose avait été exorbitant. Chaque relation personnelle sacrifiée, chaque once d'empathie supprimée, chaque faiblesse humaine effacée comme une erreur de programmation. Ce soir-là, elle revenait d'un dîner d'affaires avec des investisseurs japonais au Phuket, une de ces marathons de champagne Krug et de promesses voilées qui construisaient ou détruisaient des empires. L'accord avait été conclu, 300 millions d'investissements pour l'expansion asiatique, et Isabelle sentait l'adrénaline du succès couler dans ses veines comme une drogue. C'était dans cet état d'esprit, ivre de pouvoir plus que d'alcool, qu'elle traversa le hall en direction de son bureau pour récupérer certains documents. Ce fut alors qu'elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter net, le sang se transformant en glace dans ses veines. Dans l'espace lounge réservé aux dirigeants, cet espace sacré, meublé de canapés en cuir italien à 20 000 € et d'œuvres d'art contemporain valant des millions, dormait une enfant. Elle était petite, peut-être 8 ans, avec des cheveux châtains rassemblés en tresses désordonnées qui racontaient une journée trop longue. Elle portait un pyjama avec des licornes délavées, couvertes d'une couverture faite main qui détonnait terriblement avec l'environnement. À côté d'elle, sur la table basse en cristal de baccarat, gisait un livre de contes ouvert à la page de Cendrillon et un sac à dos rose rapiécé avec des patchs de personnages Disney. La rage explosa dans la poitrine d'Isabelle comme une bombe. C'était son royaume, son sanctuaire, violé par la présence d'une intruse. Quelqu'un avait osé profaner l'espace sacré du pouvoir avec quoi? Avec l'innocence d'une enfant endormie. Elle appuya sur le bouton de l'interphone avec tant de force que l'ongle parfaitement manucuré à 300 € se brisa, mais elle ne le remarqua même pas. Sa voix, quand elle parla, était un sifflement de pur venin. La sécurité mit moins de 2 minutes à arriver. Mais ce fut Pierre Laurent qui se matérialisa en premier, surgissant des escaliers de service avec le visage déjà pâle de celui qui sait que le désastre est inévitable. À 38 ans, Pierre était le concierge de nuit depuis 3 ans, un de ces hommes invisibles qui maintenaient l'empire Dubois en fonctionnement pendant que les puissants dormaient. Grand, avec des cheveux blonds qui commençaient à montrer des fils d'argent aux tempes, il avait ce type de beauté discrète qu'on ne remarque que si on regarde vraiment, mais personne ne regardait jamais vraiment un concierge. L'uniforme bleu de la maintenance pendait sur lui comme s'il avait perdu du poids récemment, et il y avait quelque chose dans ses yeux bleus, une fatigue qui allait au-delà de la simple fatigue physique, le type d'épuisement qui vient de porter des fardeaux que personne ne peut voir.
quand il vit la scène, sa fille Marie endormie sur le canapé et Isabelle Dubois debout comme une furie vengeresse, le peu de couleur qui lui restait au visage disparut complètement. Ses mains, remarqua Isabelle avec dégoût, tremblèrent légèrement alors qu'il s'approchait. L'enfant se réveilla au tumulte, ses mêmes yeux bleus que son père se remplissant d'abord de confusion, puis de peur quand elle vit la femme en tailleur Chanel noir, qui la fixait comme un rapace fixerait sa proie. Marie serra instinctivement l'ours en peluche usée qu'elle tenait dans ses bras, une peluche si vieille et usée qu'il était impossible de dire quel animal c'était à l'origine. Isabelle commença sa réquisitoire avec la précision d'un chirurgien coupant la chair malade. Elle énuméra chaque violation du protocole, chaque règle enfreinte, chaque procédure ignorée. Sa voix montait en volume et en venin, attirant l'attention des quelques employés qui travaillaient encore à cette heure. Des visages commencèrent à apparaître aux portes des bureaux, témoins silencieux de l'exécution publique. Pierre tenta d'expliquer. Les mots sortaient fragmentés, désespérés. La baby-sitter qui ne s'était pas présentée, l'hôpital Necker qui avait fermé le service de jour, Marie qui ne pouvait pas rester seule, le cancer qui rendait tout plus compliqué. Mais chaque mot semblait rebondir contre le mur de glace qu'était Isabelle Dubois. La femme n'entendait pas, ne voulait pas entendre. Elle ne voyait que l'insubordination, la violation de son espace, le défi à son autorité. D'une voix qui coupait l'air comme une lame, elle prononça la sentence. Licenciement immédiat, avec effet instantané, sans référence, sans indemnité. Ce fut à ce moment que le désastre se produisit. Marie, terrifiée à l'idée de perdre le seul parent qu'elle avait, sauta du canapé pour courir vers son père. Mais dans sa hâte et sa panique, ses pieds s'emmêlèrent dans la couverture. La chute fut violente, le petit corps heurtant le coin de la table basse en cristal avec un bruit sourd qui résonna dans le silence. Quand l'enfant se releva, du sang coulait de son nez. Pas quelques gouttes, mais un flot constant et alarmant qui tachait rapidement le pyjama aux licornes. Pierre devint, si possible, encore plus pâle. Il se précipita vers Marie, sortant des mouchoirs de sa poche avec des mains qui tremblaient maintenant violemment. Il murmurait des mots qu'Isabelle pouvait à peine comprendre. Quelque chose sur les plaquettes basses, les globules blancs compromis, la chimiothérapie qui rendait chaque blessure dangereuse. Les yeux de Marie se remplirent de larmes silencieuses tandis qu'elle regardait le sang sur ses mains. Elle ne pleurait pas de douleur. Il y avait quelque chose de terriblement adulte dans la façon dont elle supportait la souffrance physique, mais de la peur qu'on lisait dans les yeux de son père. Les agents de sécurité étaient arrivés entre-temps, deux hommes en uniforme qui semblaient profondément mal à l'aise d'assister à la scène. L'un d'eux, un homme plus âgé qu'Isabelle avait vu pendant des années, mais dont elle ne connaissait pas le nom, bougea instinctivement pour aider, mais elle l'arrêta d'un geste impérieux. Pierre souleva Marie dans ses bras, le sang tachant maintenant aussi son uniforme. Il se tourna vers Isabelle, et pendant un moment, juste un moment, dans ses yeux, il y avait quelque chose qui allait au-delà du désespoir. Il y avait une connaissance, un secret, quelque chose qu'il voulait dire, mais ne pouvait pas. Puis, le moment passa, et il n'y avait plus qu'un père terrifié tenant sa fille malade. L'hôpital Necker était à 20 minutes, trop avec le trafic nocturne parisien. Pierre courut pratiquement vers l'ascenseur, Marie accrochée à son cou, le sang continuant à couler malgré les mouchoirs pressés contre son nez. Isabelle resta debout dans son hall profané, entourée d'employés silencieux qui la regardaient avec des expressions qu'elle ne pouvait déchiffrer. Ce n'était pas de la peur, elle était habituée à la peur. C'était autre chose, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu dans leurs yeux auparavant. Du dégoût peut-être, ou pire, de la pitié. D'une voix redevenue glaciale et contrôlée, elle ordonna à tous de retourner au travail. Le bureau se vida rapidement, la laissant seule avec les gardes qui attendaient des instructions. Elle leur ordonna de vider le casier de Pierre et de s'assurer qu'ils ne remettent jamais les pieds dans le bâtiment. En retournant dans son bureau, Isabelle ne vit pas l'ombre dans le coin, ne remarqua pas Antoine Mercier, son vice-président, qui tenait son téléphone levé, enregistrant toujours. Son sourire était celui d'un requin qui venait de sentir l'odeur du sang dans l'eau.
Il envoya la vidéo avec un message crypté « Phase 1 terminée. Demain, nous la détruisons ». Isabelle travailla jusqu'à 4 heures du matin, se perdant dans les chiffres et les stratégies pour ne pas penser aux yeux bleus remplis de larmes d'une enfant malade. Elle ne savait pas qu'à ce moment-là, Pierre était assis sur une chaise en plastique dur à Necker, tenant la main de Marie, tandis que les transfusions de plaquettes s'écoulaient lentement dans ses veines. Elle ne savait pas que cet homme qu'elle venait d'humilier et de détruire avait un diplôme summa cum laude de HEC Paris, avait été l'un des traders les plus brillants de la City de Londres jusqu'à 5 ans auparavant, quand il avait orchestré une série d'opérations à la limite de la légalité pour sauver Dubois Holdings de l'effondrement total. Des opérations qui lui avaient coûté sa licence, sa réputation et toutes ses économies, tandis que le père d'Isabelle s'attribuait le mérite de la miraculeuse reprise. Elle ne savait pas que dans le casier qu'elle avait ordonné de vider, caché dans une double doublure, se trouvait une clé USB contenant 3 ans d'enregistrement, de documents et de preuves démontrant qu'Antoine Mercier avait orchestré une conspiration pour la détruire et prendre le contrôle de l'entreprise. Des preuves qu'il avait patiemment, méthodiquement collectées, attendant le bon moment pour agir. Et surtout, elle ne savait pas que le destin venait d'entrelacer leur vie de manière irréversible, que l'homme qu'elle venait de détruire deviendrait son seul salut, que l'enfant malade qu'elle avait ignoré lui apprendrait ce que signifiait vraiment être forte. L'horloge de la tour Montparnasse continuait son tic-tac indifférent, comptant les secondes vers un futur que personne ne pouvait prédire. En moins de 24 heures, l'empire d'Isabelle Dubois s'effondrerait. Et de ses cendres, quelque chose de complètement différent naîtrait. L'aube arriva sur Paris avec des cieux gris qui promettaient de la pluie, mais ce fut la tempête médiatique qui frappa en premier. Isabelle fut réveillée brutalement à 6 heures du matin par le son insistant de l'interphone de son appartement du 16e arrondissement. Quand elle ouvrit la porte, encore en peignoir de soie, elle trouva 5 agents de la brigade financière en uniforme, les visages impassibles comme des masques. Le mandat d'arrêt fut lu d'une voix monotone, tandis que les menottes claquaient sur ses poignets. Délit d'initié, fraude fiscale, blanchiment d'argent, des accusations qui tombèrent sur elle comme des pierres. Tandis qu'il l'emmenait, le téléphone commença à sonner sans arrêt. Sur la télévision allumée dans le salon, chaque chaîne montrait les mêmes breaking news, la vidéo du licenciement de Pierre, diffusée en boucle, montée pour ne montrer que les pires moments. Au commissariat de la brigade financière, en attendant son avocat, Isabelle commença à comprendre l'ampleur du désastre. Les preuves contre elle étaient accablantes et parfaitement construites. Email de son compte ordonnant des transactions illégales, enregistrement de sa voix discutant d'opérations d'initiés, documents avec sa signature numérique sur des comptes offshore. Tout faux, mais magistralement falsifié. Maître Rousseau, le prince du barreau parisien, arriva avec l'expression de celui qui apporte de mauvaises nouvelles. Tu aimes cette histoire, ma quoi? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Les membres du conseil d'administration avaient déjà pris publiquement leur distance. Les comptes avaient été gelés sur ordre du tribunal. Antoine Mercier avait été nommé PDG par intérim avec un vote unanime du Conseil. L'empire qu'elle avait construit avec du sang et des sacrifices avait été conquis en une nuit. Elle fut libérée sous caution ce soir-là, mais quand le taxi la déposa devant son appartement, elle trouva les scellés de la justice sur la porte. On lui avait permis de prendre une valise de vêtements et rien de plus. L'hôtel 2 étoiles de Belleville, où elle fut forcée de loger, était à des années-lumière du luxe auquel elle était habituée. La propriétaire, une dame âgée aux yeux gentils, la reconnut mais ne dit rien, se contentant de lui donner la clé d'une chambre au 2e étage. Isabelle s'enferma dans la chambre et, pour la première fois depuis la mort de sa mère 15 ans plus tôt, pleura. Pas pour la carrière détruite ou l'argent perdu, mais pour la conscience dévastatrice d'être complètement, irrémédiablement seule. Elle avait construit des murs si hauts autour d'elle qu'elle était maintenant la seule prisonnière de son château de glace. Vers minuit, alors que la pluie battait contre la fenêtre, quelqu'un frappa à la porte. Elle s'attendait à des journalistes, ou pire.
Au lieu de cela, elle trouva Pierre Laurent debout dans le couloir faiblement éclairé, trempé de pluie, avec une enveloppe Kraft serrée contre sa poitrine pour la protéger de l'eau. Le silence s'étira entre eux, tandis qu'Isabelle traitait la présence de Pierre à sa porte. L'homme qu'elle avait détruit 24 heures plus tôt se tenait maintenant devant elle, dégoulinant sur le tapis décoloré de l'hôtel. Elle le fit entrer plus par choc que par décision consciente. Pierre s'assit sur la chaise bancale près de la fenêtre, l'enveloppe toujours serrée dans ses mains. Isabelle remarqua les cernes profondes, la barbe de 2 jours, l'uniforme de concierge qu'il portait encore parce qu'il n'avait probablement pas eu le temps de se changer entre l'hôpital et ici. La première question d'Isabelle sur la santé de Marie surprit les deux. Pierre répondit que l'enfant était stable, les transfusions avaient fonctionné. Elle se reposait maintenant chez sa sœur. Puis, sans préambule, il ouvrit l'enveloppe et en sortit une clé USB, la posant sur la petite table bancale entre eux, comme on poserait une bombe amorcée. L'histoire que Pierre raconta dans les minutes suivantes redessina complètement le passé d'Isabelle. L'homme qu'elle avait toujours vu comme un simple concierge était en réalité un génie de la finance tombé en disgrâce. 10 ans plus tôt, il avait été l'un des traders les plus prometteurs de la City, courtisé par toutes les grandes banques. Puis était arrivé l'appel désespéré du père d'Isabelle. Dubois Holdings était sur le point de s'effondrer. Il fallait un miracle. Pierre avait orchestré ce miracle, une série d'opérations financières si complexes et à la limite de la légalité qu'elles avaient sauvé l'entreprise. Mais lui avait tout coûté. La FSA britannique l'avait radié. Ses économies avaient été brûlées pour payer les amendes. Sa réputation détruite. Le père d'Isabelle lui avait promis une nouvelle vie, un poste dans l'entreprise. Au lieu de cela, il lui avait offert un emploi de concierge de nuit, à prendre ou à laisser. Et Pierre avait accepté, parce que Marie venait de recevoir son diagnostic de cancer et qu'il avait besoin de l'assurance maladie de l'entreprise. Mais Pierre n'était pas resté passif. Pendant 3 ans, il avait observé, écouté, documenté. Il avait vu Antoine Mercier tisser sa toile, falsifier des documents, corrompre des fonctionnaires. La clé USB contenait tout, enregistrement, email, preuves vidéo. Assez pour détruire Mercier et innocenter Isabelle. Quand Isabelle demanda pourquoi il l'aidait après ce qu'elle lui avait fait, Pierre la regarda avec des yeux qui contenaient une sagesse gagnée par la souffrance. Il parla de Marie qui lui avait demandé si la dame méchante était vraiment méchante ou juste triste. Il parla de seconde chance, de comment la douleur pouvait rendre aveugle, de comment lui-même avait appris que la vengeance était un luxe qu'un père célibataire avec une fille malade ne pouvait pas se permettre. Avant de partir, il laissa son numéro dans le fichier README de la clé USB et un avertissement. Beaucoup de preuves avaient été obtenues illégalement. Il fallait une stratégie pour les rendre utilisables. Les 48 heures suivantes furent une course contre la montre. Maître Rousseau, après avoir vu les preuves, orchestra une stratégie brillante mais risquée. Il fallait quelqu'un de l'intérieur pour confirmer les enregistrements, quelqu'un que Mercier ne soupçonnerait pas. Ce fut Isabelle qui proposa le plan le plus audacieux. Pierre retournerait à la tour Montparnasse, supplierait pour récupérer son travail, s'humilierait devant Mercier. Et Mercier, ivre de pouvoir, le réembaucherait pour le plaisir sadique d'humilier l'homme qu'Isabelle avait licencié. Le plan fonctionna à la perfection. Mercier non seulement réembaucha Pierre, mais le fit devant tous les employés, le forçant pratiquement à s'agenouiller, savourant chaque seconde d'humiliation. Dans son arrogance, il commença aussi à se vanter de ses plans, convaincu qu'un simple concierge ne pouvait pas comprendre ou lui nuire. Le tournant décisif vint d'une source inattendue. Marie, que Pierre avait dû amener au travail un soir, enregistra accidentellement avec sa tablette jouet Mercier parlant au téléphone avec le procureur corrompu, confirmant les paiements et les prochains mouvements. L'enregistrement, fait par une enfant avec la permission du nouveau PDG, était parfaitement légal et utilisable. Pendant ce temps, Isabelle dut faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait, demander de l'aide. Elle contacta des employés qu'elle avait maltraités, des concurrents qu'elle avait écrasés, des gens qu'elle avait ignorés. Beaucoup lui claquèrent la porte au nez, mais certains, étonnamment,
acceptèrent de l'aider. Pas pour elle, précisèrent-ils, mais parce que Mercier était pire. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tint un matin de novembre, avec Paris enveloppé dans le brouillard. La salle de conférence de la tour Montparnasse était bondée, l'air dense d'anticipation et d'avidité, tandis que les requins se préparaient à se partager les dépouilles de l'Empire du Bois. Isabelle entra quand personne ne s'y attendait plus, escortée par son avocat et 2 agents de la brigade de répression de la délinquance économique. Le silence qui suivit fut total, rompu seulement par la respiration haletante de Mercier, qui avait compris que quelque chose avait mal tourné. Avec un calme mortel, Isabelle et son équipe présentèrent les preuves. Chaque document falsifié fut projeté sur l'écran géant. Chaque enregistrement de Mercier, se vantant de ses crimes, fut diffusé à plein volume. Le coup de grâce fut le témoignage de Pierre, qui entra dans la salle non plus en uniforme de concierge, mais en costume élégant. La dignité retrouvée alors qu'il racontait non seulement la conspiration, mais aussi comment il avait sauvé l'entreprise 5 ans plus tôt. La panique se répandit parmi les membres du conseil. En quelques minutes, ils votèrent pour destituer Mercier, qui fut arrêté sur le champ avec le procureur corrompu qui avait été arrêté à l'aéroport alors qu'il tentait de fuir. Quand la salle se vida, il ne resta qu'Isabelle, Pierre et Marie qui dessinaient tranquillement dans un coin avec une permission spéciale pour l'enfant qui avait involontairement sauvé un empire. 6 mois après la tempête, la tour Montparnasse respirait un air différent. Ce n'était plus un royaume de terreur, mais un lieu de travail où les gens osaient sourire dans les couloirs. Isabelle Dubois était toujours PDG, mais la transformation était évidente dans chacun de ses gestes. Pierre n'était plus le concierge invisible, mais le directeur des risques, un poste créé spécialement pour exploiter ses compétences dans la surveillance non seulement des risques financiers, mais aussi éthiques et humains. Marie, en rémission grâce aux meilleurs oncologues payés personnellement par Isabelle, passait ses après-midi dans le coin jeu aménagé dans le bureau du 59e étage, officiellement pour les urgences des employés avec enfants, officieusement le royaume de Marie. La transformation d'Isabelle n'avait été ni immédiate ni facile. Des années de carapace émotionnelle ne tombent pas en un jour. Mais cela avait commencé par de petits gestes, apprendre les noms de tous les employés, de la direction aux femmes de ménage, instituer une crèche d'entreprise et un fonds médical pour les familles des travailleurs. Le fonds Marie, comme tout le monde l'appelait. 1 an plus tard, l'Assemblée générale annuelle des actionnaires fut différente de toutes les précédentes. Au lieu des graphiques froids habituels, Isabelle commença par une histoire. L'histoire d'un concierge qui avait sauvé l'entreprise 2 fois, d'abord financièrement, puis moralement. Elle parla de comment le vrai pouvoir ne résidait pas dans commander par la peur, mais dans inspirer par l'exemple. Les résultats parlaient d'eux-mêmes, bénéfices en hausse de 40%, mais surtout Dubois Holdings, nommée meilleure entreprise où travailler en France. Le turnover au plus bas historique. La satisfaction des employés au plus haut, la relation entre Isabelle et Pierre avait évolué lentement, naturellement. De l'inimitié au respect, du respect à l'amitié, de l'amitié à quelque chose de plus profond. Les journaux s'emballèrent quand ils annoncèrent leur fiançailles, mais ceux qui travaillaient à la tour ne furent pas surpris. Ils avaient vu 2 âmes brisées guérir ensemble, apprendre l'une de l'autre. Le mariage fut célébré dans la chapelle de l'hôpital Necker, le même où Marie avait reçu ses soins. Ce fut une cérémonie intime, mais inclusive. Chaque employé de la tour était invité, du plus haut dirigeant au dernier concierge de nuit. Marie, complètement guérie, dispersa des pétales de rose avec l'enthousiasme d'une enfant qui avait vaincu la mort et embrassé la vie. 5 ans plus tard. La tour Montparnasse avait maintenant un étage entier dédié aux soins de santé gratuits pour les employés et leurs familles. Le centre Marie, même si l'adolescente de 13 ans rougissait chaque fois qu'elle entendait le nom. Isabelle, enceinte de leur 2e enfant après le petit Louis de 2 ans, regardait Pierre jouer avec les enfants dans la crèche d'entreprise. Le concierge devenu dirigeant, Marie, père.
L'homme qui lui avait appris que le vrai pouvoir résidait dans élever les autres, pas dans les écraser. Une jeune concierge s'approcha timidement, demandant si elle pouvait amener son fils au travail le lendemain. Isabelle sourit, se souvenant d'une nuit 5 ans plus tôt, et lui expliqua la crèche d'entreprise, les politiques favorables à la famille, comment chez Dubois Holdings, chaque employé était considéré comme de la famille. Ce soir-là, en rentrant dans leur maison de Neuilly, Marie demanda si c'était vrai qu'Isabelle avait été méchante autrefois. Isabelle réfléchit avant de répondre qu'elle n'avait pas été méchante, juste perdue, et que papa l'avait aidée à retrouver son chemin. Le soleil se couchait sur Paris, tandis que la famille Laurent Dubois rentrait chez elle, laissant derrière elle la tour Montparnasse, qui brillait maintenant non pas de pouvoir et de peur, mais d'espoir et d'humanité. Parce que parfois les plus beaux contes de fées commencent par un licenciement et finissent par une famille. Et parfois, le concierge que vous licenciez aujourd'hui devient votre salut demain et finalement, l'amour de votre vie. Mettez un like si vous croyez que le pardon est plus puissant que la vengeance. Commentez avec le moment qui vous a le plus touché. Partagez avec ceux qui ont besoin de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Abonnez-vous pour d'autres histoires qui démontrent comment l'humilité et le courage peuvent transformer les ennemis en famille. Car au final, le vrai succès ne se mesure pas en milliards ou en gratte-ciel, mais dans la capacité de demander pardon, de pardonner, et de voir l'humanité même en ceux qui nous ont blessés. Et parfois, le concierge que vous licenciez aujourd'hui pourrait être le seul qui peut vous sauver demain.